Ça y est, tout est bon, nous rebondissons, c'est rigolo. Alors, nous sommes toujours dans l'émission Sunny Banana, en direct de la Fabrique du Changement 2016. C'est le deuxième jour pour une journée riche en émotions. Et je suis aux côtés de Solène Thomas. Tu as fait une conférence inspirante ce matin. Comment vas-tu ? Bah, j'ai la banane. Tranquille. Et alors, pourquoi t'es venue à la Fabrique ? Parce qu'on m'a dit qu'à Nantes, il y avait une super énergie, qu'il se passait des choses. François m'a invitée et je suis là. T'es là. Et de quoi t'as parlé ce matin en fait ? Ouais, t'as parlé de plein de choses. Ouais. J'ai parlé des talents, de la liberté, de la responsabilité, du travail, la quête initiatique de méditation. Alors raconte-nous, vas-y. On commence par... donc toi à la base t'es chasseuse de tête. Quel a été un moment ton déclic ? En fait, il y a eu 2 déclics. Okay. Le premier déclic, c'est partir faire une retraite de méditation. Et là, déjà, pour faire cette démarche, il y a eu un déclic avant, non ? Non, c'est un peu un défi de se lancer, de se dire, tiens, est-ce que je suis capable de méditer 10 heures par jour pendant 10 jours dans le silence ? C'était plutôt une performance et une envie d'explorer. Voilà. Et donc, de toute façon, tu étais avec des Tibétains. Non, la première retraite, je l'ai faite en France. Ah, pardon. En France, à Auxerre, vers okay. Auxerre, voilà. Et là, j'ai eu un premier déclic, c'est l'ouverture du cœur. Voilà, je suis revenue dans mon job de chasseuse avec un amour incroyable, un amour des candidats, un amour de mes collaborateurs, de mon patron. Ça a changé mon quotidien. Mais comment, raconte-nous un peu comment tu as vécu cette méditation, parce que moi, je peux même pas m'imaginer être silencieuse pendant 10 jours, t'as pas du tout parlé ? Pas du tout, du tout. Pas toi-même du tout. On n'a pas le droit de parler. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Je sais que c'est très intime, mais... On a beaucoup de conversations intérieures et au bout de quelques jours, on apprend à couper cette fabrique à idées intérieure, à couper le mental pour être juste présent à soi, sans cogiter tout le temps. Et du coup, on est dans la maîtrise de ces idées. En général, c'est nos idées qui nous conditionnent, nos pensées qui nous conditionnent. Et là, on retrouve un espace de liberté intérieure. On pense quand on a envie de penser, et pas tout le temps. Waouh, t'arrives à faire ça ? J'ai appris et on chemine toujours, tu vois. D'accord. Mais tu débranches, paf. Du coup, ça donne une vraie liberté de penser. Et on n'est plus en réaction par rapport à ce qu'on vit. Ou telle situation, on va y répondre tout de suite avec telle idée, tel comportement. Là, ça donne un espace de liberté. On prend de la distance par rapport à ce qu'on vit. Et on découvre une vraie liberté de pensée et d'action. Et le paradoxe, c'est que plus on s'arrête de penser, d'agir, plus on peut penser et agir avec justesse. Ça, c'est magique. C'est magique, ouais. Ça donne envie. Donc quand je suis revenue dans ma vie au quotidien de chasseuse, ça a changé ma perception des autres, de moi, des autres, de la vie. Et beaucoup d'amour au quotidien, une créativité exacerbée, une intuition étonnante par rapport aux candidats que je rencontrais. Et puis une envie d'aller encore plus loin. Donc du coup, je suis partie en Inde. Et là, c'était le deuxième déclic, ce voyage en Inde, parce que je suis partie un peu sur un coup de tête, ou plutôt sur un rêve, parce que j'avais rêvé que je méditais au bord du Gange. Wow. Donc j'ai pris mon billet. Tes rêves. Voilà, j'ai rêvé ça. Imagine si on suivait tout le temps nos rêves, ça pourrait être très drôle. Très magique, on vivrait dans un monde bien plus juste et plus harmonieux. Et donc j'ai eu cette vision profonde, je me souviens, le dimanche matin, je me réveille, je dis à mon copain de l'époque... qu'on embrasse fort. Faut que... Écoute, cet été, je vais partir seule et je vais partir en Inde. Ah bon ? Ouais, j'ai fait un rêve et j'étais seule dans mon rêve. Désolée. Tu te fous de moi ? Non. Okay, ouais. Et donc je dois partir et je dois partir à Bénarès. Et je voyais Bénarès, le Gange. Donc je suis partie, puis quand j'arrive les lieux sacrés de l'hindouisme. Ouais, c'est ça, le plus haut lieu du pèlerinage en Inde, où il y a des centaines de milliers, voire peut-être des millions d'Indiens tous les ans qui partent faire des pèlerinages, où tu vois des linceuls, des corps qui flottent sur le Gange, des corps qui brûlent le long du Gange. Enfin, voilà, les gens viennent mourir à Bénarès, hein, donc il y a une énergie très forte. Et donc je pars là-bas 1 mois, et puis au bout de 10 jours, j'en pouvais plus de Bénarès, parce que c'était très fort. En plus, je me faisais guider par un homme qui vivait dans des bidonvilles, qui avait un petit rickshaw, c'est un tuk-tuk indien qui m'a guidée, qui m'a fait passer un peu de temps aussi dans son bidonville. Donc c'était lourd, c'était dur. Et puis en plus, j'étais un peu paumée parce que j'étais seule, je ne savais pas trop pourquoi j'avais atterri là, si c'est suivre mon rêve, mais je sais pas, il m'avait amenée dans les bidonvilles de Bénarès, ok. Donc je repars à Delhi.
16 heures de train, c'est un peu comme du bétail dans ces... Je sais pas si tu connais l'Inde. Je connais, mais j'ai pas vécu le train, et donc il faut que j'y retourne pour ça. Juste pour prendre le train en Inde, voilà. Ouais. Je retourne à Delhi, et là, je me dis, bon, Solène, ça fait 10 jours que tu es là, tu vis des choses dures, tu mérites un bon hôtel. Je me prends un bon hôtel dans le quartier tibétain, confortable, la clim, un bon lit, petit déj au lit. Je me fais plaisir, je retrouve mon confort occidental. Et le matin, j'ouvre mes rideaux. Et là, c'était le déclic, vraiment le déclic du reste de ma vie. C'est que je tombe sur un bidonville que je n'avais pas vu la veille, un monticule de déchets à 5 mètres de moi, et des gamins nus dans ces déchets, qui jouaient peut-être, mais voilà. Cette scène a été très puissante pour moi. Non pas que je n'en ai pas vu avant, parce que j'avais passé 10 jours dans les bidonvilles à Bénarès, mais parce que ce décalage, le contraste entre mon confort, j'avais besoin de confort, et je regardais cette misère à travers ma petite fenêtre confortable. Et là, ça fait émerger des questions très puissantes, parce que je me suis dit, mais mince, j'ai une vie confortable à Paris, petite bobo parisienne, je gagne bien ma vie, je suis chasseuse de tête, je vais au restaurant 3 fois par semaine. Waouh! Je me suis sentie responsable. Enfin, j'ai eu la question de la responsabilité qui a surgi. Suis-je responsable de la misère? Suis-je responsable de ce dont je n'ai pas conscience? Et là, j'ai eu la réponse. Je me suis dit, mais bien sûr que tu es responsable, Solène. Tu es responsable de ne pas agir. Et alors, comment tu fais alors maintenant? Du coup, je suis rentrée à Paris. Alors, quand on se dit qu'il faut agir, ok, on commence par quoi? On commence par quoi? Et là, j'ai cherché quelques... Tout se dire on va sauver la misère du monde, c'est un sacré défi. Donc c'est vrai que... alors il faut commencer sur le seuil de sa porte, quoi, à côté de chez soi. Aristote dit quelque chose qui m'inspire au quotidien, c'est votre vocation, votre appel, là où vous devez agir, c'est là où vos talents rejoignent les besoins du monde. Donc je me suis dit, ok, c'est beau, hein. Donc où est-ce que j'ai du talent? Moi, mon talent, c'est de recruter. Je fais ça bien, je fais ça avec passion, j'ai... une manière de recruter qui est sûrement atypique. En tout cas, j'ai une passion pour l'humain et j'aime l'aider à trouver le job qui lui convient. Donc là, j'ai du talent. Ça tombe bien, il y a des besoins parce que 10% de chômage, 70% des gens qui ne sont pas heureux au travail. On me dit, c'est là que je vais agir. Alors j'ai créé Éclore, qui est une association. Qui est l'anagramme de colère, parce qu'à la base, c'est un cri de colère en fait. C'est ça, c'est une indignation. Je ne peux pas ne pas agir. Le monde souffre. Et je suis responsable, je dois agir. Donc Éclore est une association qui promeut l'éclosion des talents et le sens au travail. On aide les gens à mieux se connaître, à découvrir leurs talents inimitables, et à agir, à trouver du sens dans leur travail et à agir. Ce qui est important sur le mot talent, j'y tiens parce que c'est un mot qui est galvaudé. Tout le monde parle de talent, personne ne sait ce que ça veut dire, talent. Le talent, ce n'est pas une compétence. La compétence, elle s'imprime et elle s'interchange. On peut tous développer plus ou moins les mêmes compétences. Le talent, c'est quelque chose qu'on porte en soi et qui est unique. On n'apprend pas un talent. On sait tous écrire, on n'est pas tous écrivains. Ça demande du talent. On sait tous parler. On n'est pas inspiré comme tu l'es quand tu fais tes mojo et tes mojo. Ouais, c'est un talent. C'est un talent. Toi, t'as un vrai talent. Ah, merci. Je le dis parce que tu m'as bluffé. Donc j'en profite. Cette fille, elle a du talent. Mais ce qui est génial, c'est qu'on en a tous. On a tous du talent. Et même le SDF du coin, qui est en errance et qui a perdu son chemin, il a un talent. D'ailleurs, dans mon métier, une fois, j'ai rencontré un SDF polyglotte, il parle 4 langues. Brillant, il vivait dans la rue. Je me dis, mais c'est pas possible que tu sois dans la rue. Et je l'ai fait rencontrer un patron qui a une boîte de conseil en créativité. J'ai dit, ce SDF-là, il est hyper créatif, il est hyper talentueux, rencontre-le. Alors, finalement, ça n'a pas marché, mais j'ai essayé. Et en tout cas, je l'ai ramené dans son bureau. Voilà, si, la rencontre a eu lieu. Ah, ok. Ils se sont rencontrés. Okay, j'ai appelé ce patron, je dis, on se connaît bien. Je dis, écoute, il y a un talent pour toi en créativité. Et en fait, je le fais, des fois, ça marche. Il y a des choses étonnantes. Bon. Alors, on a tous du talent. Donc, il faut aller connaître son talent. Et puis 2, il faut décider de son action. Dans quel champ je vais me planter pour pousser. Si tu es une graine de cactus, tu ne vas pas te planter dans la forêt de Fontainebleau. Tu ne vas pas pousser, quoi. Tu vas dans le désert du Sahara. Si tu es un joli coquelicot, va te planter dans les champs. Tu seras bien, tu vas t'épanouir. Voilà. Et les gens sont ignorants de leur schéma propre de fonctionnement. Jung parle d'archétype, de pattern. En anglais, de pattern, c'est un archétype, c'est un schéma de fonctionnement. Et on a tous un schéma archétypal de fonctionnement qui nous est propre.
L'idée, c'est d'aller le découvrir. Mais la découverte de ce schéma de fonctionnement ultime, c'est initiatique. Ouais. C'est pas comme ça, c'est pas un petit test psychométrique. Toi, tu sais écrire, tu vas être écrivain. C'est une quête. Ouais, c'est une quête de ces talents cachés. On parle souvent de talents cachés. Et quel est le plus grand tournant que tu as fait prendre à quelqu'un, peut-être un grand changement de vie, genre du tout au tout, quoi. Une magnifique histoire. Ah, cool. Je faisais un atelier sur le CV qui tue. Le CV qui tue, c'est comment faire un CV qui parle vraiment de nous, quoi, qui nous ressemble, qui ne ressemble pas aux 500 autres CV sur la pile du DRH. Le CV qui fera qu'on va vous rencontrer. Et il y avait une jeune femme qui avait 30 ans, une fille intelligente qui a fait des études, qui est passé le CAPA pour être avocate et qui avait décidé de ne pas poursuivre. Elle s'est retrouvée standardiste à gagner 1 100 € par mois. Alors à Paris, avec 1 100 € par mois, on va pas bien loin, on vit dans une boîte d'allumettes. Et elle vient me voir pour son CV, mais en fait, c'était pas le CV, là, le sujet, c'était ce qu'elle avait vraiment envie de faire de sa vie. Et donc, on était un petit groupe, on était 8-10, et à un moment, on lui demande, bon, alors qu'est-ce que tu aimes faire vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et là, elle nous regarde, elle dit, moi, ce que j'adore, c'est chanter. Ah bon? Bah vas-y. Et là, elle se lève, elle chante. Et elle chantait hyper mal. Non, et en fait, c'est pas qu'elle chantait, elle n'avait pas une voix extraordinaire. Elle chantait avec le cœur. Ouais. Oh, elle nous a enchantés. C'est ça, chanter, c'est pour enchanter. Oui. Elle nous a enchantés, quoi. Et on était émerveillés par c'est une petite fée, quoi. Paf, elle a éclos avec son chant. Et on lui dit, mais attends, mais voilà ce que tu dois faire, mais cherche pas plus loin. Et du coup, on lui a lancé un défi. Elle s'appelle Aude. Émeraude. Bisous Aude. Bisous Aude. Aude, on parle de toi. Quoi, Émeraude? Ouais, c'est son nom de scène. Émeraude. Trop bien. Émeraude. Et on lui a lancé un défi, c'est celui d'organiser un spectacle pour 110 personnes. Exactement. Pour réunir 110 personnes, parce qu'à 10 € la place, 110 personnes, ça fait 1 100 € par mois. C'est hautement symbolique puisque c'est le salaire qu'elle a en tant que standardiste. Voilà. On lui dit, tu as 1 mois ou 6 semaines, je crois. 6 semaines pour faire ton spectacle. Et avec la communauté, on va remplir ta salle. Elle a fait son spectacle. On a rempli la salle et c'était merveilleux. Ensuite, elle est partie se former au chant lyrique en Italie. Et là, elle est encore en formation, elle est hyper heureuse, quoi. Voilà, ça c'est magique. C'est génial. Ça, c'est magique. C'est trop cool. Alors, dans nos grands projets, l'association organise des espaces de partage, ciné-coaching, philo, pour mieux se connaître. Ciné-coaching? Ouais, on regarde un film et on en parle et on voit ce qui résonne en nous. On mélange du coaching et du cinéma. Donc on fait du ciné-coaching, on fait des soirées philo aussi pour se questionner sur des thèmes. Donc ça, c'est vraiment la partie échange, partage. Ensuite, la deuxième mission, c'est d'offrir des ateliers pour mieux se connaître, mais concrètement, quoi, un peu plus concrètement. Et on a fait une petite box, une radio-télé, donc il y a les images. On a fait une petite box, on s'est réunis à 16 personnes, 16 écloreurs. Et voilà, et puis c'est plein de... là, on a Valérie Brony, d'ailleurs, qui est nantaise, en partie, qui travaille sur l'EFT. L'EFT? Voilà, l'EFT qui est une technique pour mieux gérer son stress et ses émotions, pour mieux connaître ses émotions et les gérer. On a Anne Robinet, qui est une ancienne avocate, qui est devenue coach, qui travaille sur l'entretien, être un candidat qu'on va retenir. On a Suzanne Lafont, qui travaille sur la relation avec son manager. Puis on a des ateliers aussi plutôt sur la connaissance de soi, enfin plein de choses différentes. On les propose qu'à Paris pour l'instant, mais bientôt à Nantes. Bien sûr. Si vous voulez d'ailleurs nous aider à développer la Nantes. Éclore avec un K. Et donc ça, c'est des outils. Voilà. Et la troisième grande mission, c'est un grand festival qu'on organise le 3 octobre à la Cité des Métiers à la Villette pour 1000 participants, pour aider des talents à rencontrer des décideurs, des patrons, des entrepreneurs, des business angels, pour créer leur activité. Soit parce qu'ils vont se faire recruter, soit parce qu'ils vont trouver des associés pour entreprendre, soit parce qu'ils vont se faire financer leur projet. Et c'est assez innovant parce qu'on co-construit cette programmation avec tous les acteurs innovants de l'emploi, notamment le Lab RH qui réunit les 150 startups innovantes liées à l'emploi et au travail, qu'on a réuni 80 bénévoles et qu'il y a une énergie d'enfer pour construire ce festival. Trop bien. Super. Un dernier message pour conclure cette interview? Ouais. Philosophie. Ouais. Dernier message, c'est sois l'élève de la vie et tu seras maître de ta vie. Ouais. On apprend tous les jours. Et si tu te mets dans cette posture d'apprendre de toutes choses, même de situations difficiles, tu es vraiment en maîtrise et tu peux choisir ta vie. Génial. Ça donne envie. Merci beaucoup, Solène. Merci, Banana.